Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Gomez, votre podcast au cœur du sport messin. Un numéro un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va évoquer ensemble le match de dimanche et le futur adversaire du FC Metz, le Montpellier Hérault Sporting Club. Et pour en parler, j'accueille notre invité. Il est l'animateur de l'émission Sport and Child sur Radio Campus Montpellier depuis maintenant 9 ans. Il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Romain Boyer est avec nous. Bonsoir Romain. Et bonsoir à tous, bonsoir Gérald, bonsoir Valentin. Ravi d'avoir l'occasion de participer à ce podcast à vos côtés pour parler d'un match très important pour nos deux clubs, je me permets de le dire, à Saint-Symphorien ce dimanche entre le FC Metz et le MHSC. Exactement, merci d'être avec nous ce soir. En tout cas, tu as vu, ça démarre bien. Je bafouille sur ton nom. Tu vois, tu sens le professionnalisme et tout. Ouais. J'accueille également le néo-montpelliérain de Let's Gomez, mais qui n'a bien sûr pas perdu son amour du FC Metz. Valentin Lachaud est dans la place. Comment vas-tu, Valentin ? Salut Gérald, salut Romain. Bah écoutez, ça va très très bien. Ouais, Montpelliérain d'adoption, mais messin dans le cœur, comme on dit. Te fais pas taper là-haut, attention. Non, ça va, j'ai mon maillot de TJ. Il parle très souvent du FC Metz à l'antenne de Radio Campus Montpellier aussi dans l'émission Sport and Child. Et en plus, faut le dire, on apprécie la présence de Valentin, mais il a une spécificité, je le dis dès à présent, c'est le chat noir du sport montpellier. Il est allé voir presque toutes les équipes en première division dans différents sports, et pour le moment, Valentin ne voit que des défaites. Est-ce Valentin le problème ? Je pose le sujet. Alors, j'ai ouï dire qu'il serait pas au match dimanche, donc je veux pas être chat noir pour Metz, mais bon. Alors messieurs, plus que 2 rencontres avant la trêve, l'hiver approche, winter is coming, comme dirait Ned Stark. Et donc dimanche, le Stade Saint-Symphorien accueillera 2 rencontres. Tout d'abord les féminines du FC Metz qui reçoivent Albi pour le compte de la 9e journée de D2 féminine. Et surtout, la très attendue réception du Montpellier Hérault Sporting Club, 14e de Ligue 1, les Montpelliérains qui n'ont plus gagné depuis le 29 octobre, et la réception de Toulouse. Alors forcément, ça donne des idées à un FC Metz qui lui vient d'enchaîner 2 défaites de suite après une bonne série de nuls et 2 victoires, et qui est classé 12e, 2 points devant Montpellier. Alors Romain, peux-tu dans un premier temps me résumer la saison du MHSC en quelques phrases et m'expliquer comment l'équipe de Michel Derzakarian peut se retrouver derrière celle de Laszlo Bologna à l'aube de la 16e journée? Effectivement, un bilan comptable, j'allais dire, qui est assez proche entre les équipes de Metz et de Montpellier. Je pense que beaucoup auraient imaginé en début de saison un classement à minima au moins inversé entre les 2 équipes. La dynamique en tout cas n'est pas la même. Certes, il y a 2 défaites récentes pour le FC Metz, mais on a vu quand même plus de bonnes choses, semble-t-il, plus de cohérence dans ce qui a été pratiqué, et ça veut beaucoup dire, j'allais dire, sur le niveau actuel de Montpellier, pour lequel nous sommes inquiets du côté du stade de la Mosson en ce moment. Série difficile. Tu le disais Gérald, avec effectivement 6 matchs consécutifs sans connaître la victoire. Dernière en date, proche du week-end de la Toussaint contre le voisin toulousain 3-0. Et surtout, depuis, Montpellier n'a plus marqué un but dans le jeu. Seulement 2 buts sur penalty de mémoire contre Clermont lors du match qui avait été reporté, et ensuite contre Brest sur penalty à 2 reprises. Donc panne d'efficacité offensive, ce qui était une des qualités premières de Montpellier il n'y a pas si longtemps. Et puis effectivement des inquiétudes aussi, parce qu'on voit Michel Derzakarian parler beaucoup plus dans les médias qu'à l'accoutumée. Donc on sent effectivement que il n'y a pas beaucoup de sérénité et que l'optimisme n'est pas de mise du côté de chez nous. Alors pour autant, il y a quand même de la qualité dans cet effectif, mais le jeu n'est pas là, et les résultats évidemment ne suivent pas non plus. Valentin, toi tu as rejoint la ville de Montpellier depuis la rentrée, tu suis donc cette équipe maintenant depuis quelques semaines. Est-ce que je pourrais avoir ton sentiment global sur le groupe montpelliérain et sur les performances et le jeu justement de l'équipe de Derzakarian? Ouais, Romain le résumait très bien. Il y a un bon groupe de qualité à Montpellier, mais ce qui manque en fait, c'est, je trouve, de la confiance pour marquer des buts et pour gagner des matchs. Et c'est marrant parce que les 2 grandes équipes de Montpellier, que ce soit le rugby ou le foot, ont ce même problème, ont toutes les 2 un super groupe de joueurs, et ça marche pas. Côté Montpellier, on a Omer Agic, qui est très très solide en défense et qui a encore fait un match de fou contre Lens. On avait Accor Adams et Moussa Altamari qui ont fait un très très gros début de saison. D'ailleurs, je crois que
Accor Adams, c'est toujours le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, alors que Romain le disait, Montpellier n'a plus marqué depuis un certain temps. C'est bien la preuve que ça a marché à un moment. Et puis bah il y a aussi TJ Savanier qui, quand il veut jouer, peut faire franchement des trucs de fou. Donc c'est ce qui est paradoxal à Montpellier. Il y a un super groupe, il y a des bons jeunes, mais malgré tout, la mayonnaise ne prend pas pour le moment. Et ce serait bien qu'elle prenne en tout cas après Metz. Ouais, c'est un peu surprenant, mais c'est pas la seule équipe hein, d'ailleurs qui est derrière Metz. Et au vu du jeu développé par les Grenats depuis le début de saison, moi je suis assez circonspect par rapport aux équipes qui sont derrière. Hein. Alors Romain, ici on n'a pas d'analyste vidéo à Let's Go Metz, donc on a fait appel à toi pour mieux connaître le style de jeu de Montpellier. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps quels sont les points forts et après les points faibles de l'équipe de Montpellier? Comment Metz doit jouer pour battre Montpellier dimanche, d'après toi? Je n'enverrai pas la vidéo à la Bologna, c'est promis. C'est bien noté, nous on préférait, parce qu'effectivement, contrairement à Valentin, on espère bien que Montpellier va faire un coup à Metz, même si évidemment c'est pas souhaitable du côté de Saint-Symphorien. Pour les points forts de cette équipe, il y en a effectivement malgré tout. On a quand même un très bon gardien déjà d'une première chose, je pense, de notre Ligue 1 avec Benjamin Lecomte, qui avait connu justement sans doute ses meilleures heures en Ligue 1 avec Montpellier avant de partir avec plusieurs expériences à l'étranger. Il est revenu l'année dernière, ça a tout de suite très bien fonctionné. Cette année, il y a un peu plus d'irrégularité, mais pour autant, on a encore un très bon gardien et une assise défensive qui, dernièrement, est un petit peu revenue sur les derniers matchs. Je pense aux prestations à domicile, notamment contre Nice et Lens, même si ça a été assez pauvre dans le jeu. On a été assez rassurant dans ce domaine-là. Et après, les qualités de Montpellier, ce dont devra se méfier le FC Metz, je pense qu'assurément, c'est le jeu de transition, effectivement, une capacité à se projeter en contre assez rapidement avec un milieu créateur comme TJ Savanier et un Moussa El Tamari qui tourne autour d'Accor Adams pour lui offrir de bons ballons dans le dos de la défense. Un attaquant qui est assez physique à Accor Adams dans un style très différent de ce qu'on avait l'année dernière avec Eli Wahi. Après, à côté de cela, on est face quand même à un groupe qui est plutôt malade et qui est tombé dans un jeu assez restrictif. Montpellier, on a tendance à dire que c'est des grands ballons devant dernièrement et puis on attend de voir ce que ça donne. Et de ce point de vue-là, j'entendais les critiques et justifiées autour du jeu produit par le groupe de la Bologna, mais la réalité c'est que Montpellier propose pas beaucoup mieux sur le terrain et qu'à l'extérieur les performances ne sont pas bonnes dernièrement, ce qui peut offrir un certain nombre d'opportunités à Metz. La question qui se posera aussi dans notre effectif, c'est quel dispositif justement défensif face à l'équipe de la Bologna, parce que dernièrement on jouait plutôt avec 4 joueurs derrière, avec 2 centraux. On est passé à 3 derrière, ce qui est plutôt un système qui fonctionne mieux, mais un joueur bien connu du côté de Metz, Kiki Kouyaté, sera absent ce week-end. Du dispositif défensif effectivement de Montpellier face à Metz. Hein. Même si je me permets de le dire, Kouyaté n'est pas forcément très rassurant non plus avec Montpellier cette saison, mais en tout cas il va falloir s'y adapter avec soit une défense à 3, Estève aux côtés d'Omeragic, qui est sans doute la meilleure satisfaction de ce début de saison de Montpellier, et Julien qui a joué auparavant à Toulouse, ou si on va repasser à 2 derrière en mettant pourquoi pas Estève dans un couloir. D'accord. Valentin, toi qui observes vraiment les deux équipes en même temps, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dimanche et est-ce que, à ton avis, Metz peut inquiéter Montpellier? Metz peut inquiéter Montpellier. Je pense déjà que pour ce qui est de l'attaque messine, on le sait, elle n'est pas très flamboyante en ce moment. Il va falloir être absolument solide et très précis dans les passes parce que, comme je le disais, il y aura Omeragic qui sera absolument tout le temps là pour couper toutes les passes et tout. Franchement, ce que j'ai vu vendredi soir contre Lens, c'était très solide et il va falloir que Metz soit très précis en attaque, qui ne se contente pas forcément de faire des centres avec Kevin Van Den Kerkhoff comme on avait pu le voir. Ensuite, pour ce qui est de la défense, ça va être un peu la même chose. Pareil, il va falloir être très précis, très solide, parce qu'en face, même s'ils n'ont pas marqué depuis longtemps, on a quand même une ligne d'attaque de qualité. Donc ouais, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on peut avoir un match ouvert, comme on peut avoir un match très fermé si les équipes se contentent juste un peu de faire tourner et en balançant les ballons devant et en espérant que ça passe, parce que finalement, en ce moment, Montpellier et Metz ont une philosophie de jeu
assez similaires. Ça peut être vraiment quitte ou double. J'ose espérer que ce soit double, parce que sinon, ça va être un match assez ennuyant. Surtout que pour les deux équipes, c'est quasiment la dernière opportunité de prendre des points avant la trêve. Parce que Montpellier, vous jouez Marseille apparemment. Et puis nous, on va au parc. Donc j'aime autant dire que les 3 points, on va en avoir besoin. Romain, Montpellier n'a plus quitté la Ligue 1 maintenant depuis 15 ans, avec même un titre en 2012. Honnêtement, de toi à moi, c'est quoi le secret? Est-ce que tu peux nous faire un tuto survie dans l'élite, s'il te plaît? C'est pour un ami. Un ami messin, j'imagine, sans doute. Ouais. Effectivement, on a 2 équipes qui sont proches dans ce qu'elles proposent sur le terrain actuellement, c'est clair, mais par contre, avec des trajectoires très différentes sur leur approche et leur capacité à se maintenir dans l'élite, parce que le FC Metz est habitué à faire l'ascenseur, là où Montpellier, effectivement, est présent en Ligue 1 depuis de nombreuses années. Pour autant, j'ai envie de dire, quel est le secret? Je ne sais pas, sans doute le secret, sans doute quand même de la famille Nicolin. On a cette spécificité d'avoir Louis Nicolin dans un premier temps, puis désormais Laurent Nicolin qui a pris le relais, qui a permis de stabiliser le club dans l'élite, qui a une vraie connaissance du football français, une capacité aussi à s'être bien appuyé pendant un bon moment sur son centre de formation. Il y a encore des joueurs qui sortent. On avait un problème avec le mercato. Dernièrement, c'est la satisfaction qu'on peut avoir. On a été plutôt très bon là-dessus, parce que lorsqu'on parle des meilleurs joueurs de Montpellier cette saison, mais j'y mets pas TJ Savanier, et pourtant c'est un joueur qu'on aime beaucoup chez nous. J'y mets Bessir Omeragic, et j'y mets les 2 offensifs, Moussa Tamari et Akor Adams, qui sont des bonnes pioches du mercato. Après, à côté de ça, je voudrais pas trop vendre nos secrets, parce que cette année, j'ai un peu plus de doutes, et je pense qu'à Montpellier, on n'est pas habitué à craindre la descente, et il faut se le dire, cette année, Montpellier joue définitivement le maintien dans l'élite, et encore plus, on le voit tous les clubs dans une Ligue 1 à 18, où c'est encore très très serré entre les positions du top 10 et puis aussi la zone rouge. Lorient n'est pas loin, et même Lyon n'est plus qu'à 4 points de Montpellier, et donc à 6 de Metz. Valentin, le palmarès de Montpellier n'est pas si éloigné finalement de celui de Metz, à ceci près que les Montpelliérains ont gagné le championnat de Ligue 1. Et toi, quand tu es là-bas, quand tu es au stade, est-ce que tu sens une ferveur comme celle qu'on a à Metz, en particulier depuis 2 ans? Franchement, ça me fait un peu penser à la phrase « je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu ». C'est triste à dire, mais en fait, j'ai du mal, à part dans le COP de la butte paillade, où là, ça chante et c'est normal, c'est comme notre Horda ou notre groupe à nous, sauf que à la différence près que c'est quand même bien plus petit. Je trouve que ça a du mal à partir à Montpellier. Il n'y a qu'à voir cette énorme tribune. Je ne sais pas si elle est fermée pour raison de normes ou administrative, mais le stade est surdimensionné en fait pour le club. Et c'est pareil, je pense qu'ils sont dépendants des résultats ou des grosses équipes qui viennent jouer. Et j'ai du mal à sentir cette ferveur. Moi, le premier, j'y vais pour voir des bons matchs de football. Et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'équipes à Montpellier. Il n'y a pas une ferveur immense au stade de la Mosson. Et puis, j'ai l'impression que c'est un stade en fait qui est figé dans les années 2000-2010. On le voit en arrivant au stade, c'est écrit Stade de la Mosson, Mondial 98. En fait, je me demande un peu si le stade serait pas resté en 98. Bon, il est plus moderne, il a été remis au goût du jour, etc. Mais je trouve que ça a du mal à décoller. J'espère que Montpellier réussira à améliorer ce côté-là dans les années à venir. On sait qu'il y a un projet de stade Louis Nicolin qui est peut-être, on ne sait pas, qui aboutira peut-être un jour. Là, pour le moment, c'est en discussion. C'est assez compliqué au niveau administratif, au niveau du lieu sur lequel construire ce stade. Mais je pense que Montpellier, là maintenant, c'est indéniable, que ce soit en termes économiques ou en termes d'image, a besoin d'un nouveau stade pour décoller. Parce que maintenant, le stade de la Mosson, il a fait son temps. Et peut-être qu'avec ça, ça pourrait dynamiser un peu le tout et il y aurait peut-être une meilleure ferveur. En tout cas, 15 ans d'affilée en Ligue 1, dont un titre, ça fait rêver, surtout à Metz. Ils ont joué la Ligue des Champions. Et en les supporters de Montpellier en parlent beaucoup.
Ils viennent avec leur maillot, le patch Ligue des Champions, rien que ça, moi je suis désolé, mais ça me fout la dégue. Avec un joli groupe à l'époque, avec Arsenal, l'Olympiakos et Schalke. Schalke des grandes années, si je puis dire. Et effectivement, c'est de grands souvenirs et que je souhaite à tout supporter de clubs de Ligue 1 de vivre un jour. Et peut-être qu'on a en plus saisi une des dernières opportunités qu'il y avait avant que l'ère qatari à Paris soit véritablement lancée. Après, je suis d'accord avec Valentin, hein, c'est le jour et la nuit entre cette époque-là qu'on a vécu dorée et puis aujourd'hui la ferveur qu'il y a au stade. Alors, très rapidement, simplement dire qu'il y a la particularité d'être dans une ville qui est très multisport, même si je sais qu'il y a aussi beaucoup de sport à Metz, mais on a cette spécificité d'avoir beaucoup de clubs dans l'élite, donc effectivement les supporters se divisent un petit peu, et puis je pense que le club a sa part de responsabilité sur le fait, en lien avec la mairie, de faire advenir un nouveau stade et de beaucoup mieux travailler la communication pour être beaucoup plus attractif, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel avec une ville en plus qui est très étudiante. Je vais donner un parallèle simplement avec nos voisins, la dernière équipe qu'on a battue à la Mosson. À Toulouse, je dirais pas que c'est les plus grands publics que l'on voit dans le championnat. Évidemment, on fait mieux à Lens, à Marseille, à Metz et j'en passe. Mais pour autant, il y avait personne qui venait au stadium il n'y a pas si longtemps. Et puis, ils ont su se restructurer, mieux communiquer. Il y avait maintenant beaucoup de monde et d'animation autour du stade du TFC. Donc, ça montre que tout est encore possible à Montpellier. Et je finirai par dire qu'à Montpellier, il y a des vrais passionnés de sport. Par contre, ça manque de vrais supporters. Et c'est quelque chose qui est assez partagé dans les différents sports, en dehors du handball, qui est un petit peu l'exception qui confirme la règle, où il y a vraiment un vrai public de hand dans cette ville, mais pas véritablement au foot, même si on remercie la Butte Payade, qui eux font un super travail pour faire porter haut les couleurs orange et bleu du MHSC. Alors Romain, moi il y a un sujet sur lequel j'aimerais entendre ton point de vue, à toi aussi Valentin, c'est l'arbitrage en France. On a vu Michel Derzakarian très remonté après le match nul contre Lens. L'entraîneur de Montpellier était scandalisé de la décision, enfin plutôt de la non-décision de la VAR, donc de ne pas exclure Danzo suite à la Vielle Foot sur Moussa Altamari. D'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Enfin, s'il peut être absent, c'est pas trop mal. En tout cas, on voit depuis. Il est incertain. Il est incertain, d'accord. Il a un hématome, donc on ne sait pas trop pour le moment s'il sera. On verra demain avec les conférences de presse, peut-être. En tout cas, on voit depuis la mise en place de la VAR en Ligue 1 une sorte de deux poids, deux mesures et une multiplication de décisions un peu surprenantes. Romain, quel est ton sentiment par rapport à l'arbitrage global dans l'élite du foot français ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème de cohérence dans ce qui est proposé dans l'arbitrage pour à la fois, je veux dire, que les décisions qui soient prises puissent être véritablement acceptées par les clubs, les coachs, les joueurs, et puis évidemment aussi sur les réactions qui sont assez légitimes que le public peut avoir sur ce type de situation, que ce soit sur la manière dont on sanctionne certaines fautes, sur des cartons jaunes, des cartons rouges à sortir parfois, et à l'inverse, certains cartons qui ont pu être sortis sur des situations similaires et où on ne comprend pas forcément pourquoi il y a rouge sur une action et pas sur une autre. Évidemment, sur un certain nombre de situations liées aussi aux mains, j'y pense aussi d'ailleurs hors championnat de France, hein. Ça a été le cas en Ligue des Champions sur le match entre Newcastle et le Paris Saint-Germain, où il y a eu des décisions qui ont pu paraître contradictoires au cours de ce match, et où on allait siffler un penalty qui était peut-être le moins évident des situations qu'il y avait eu dans ce match auparavant, et puis aussi évidemment sur un certain nombre de hors-jeu, où là on est plutôt dans une application j'allais dire, assez claire, hein, effectivement, avec la technologie qui permet de prendre la décision, mais où on arrive à aussi une forme d'arbitrage un petit peu automatique, un peu déshumanisé, et qui peut questionner parfois par rapport au véritable sens du jeu. En tout cas, on comprend du côté de Montpellier, pas sur tout, mais sur ce point spécifique, l'énervement de Michel Derzakarian, encore plus avec un groupe qui est assez affaibli. On manque de banc actuellement, il y a beaucoup de joueurs blessés, et on ne peut pas se permettre de perdre Moussa Altamari. Et puis surtout, si on venait à le perdre, à un moment donné, s'il y a une situation à sanctionner par l'arbitre de cette rencontre par un carton rouge, il faut le sortir, parce qu'à un moment donné, sinon, c'est véritablement la crédibilité du foot français qui se retrouve en jeu, et de la LFP sur ces décisions. Valentin, on en a déjà beaucoup parlé, hein. D'ailleurs, la semaine dernière, on en parlait encore. On en parle souvent, j'ai l'impression. La solution, ce serait finalement une refonte des règles d'arbitrage avec des exclusions temporaires, par exemple, comme au rugby,
qui pourrait devenir définitive, et surtout un micro sur l'arbitre pour comprendre les décisions, quoi. Ouais, effectivement. Il me semble que le principe d'exclusion temporaire, j'ai cru voir passer un papier qui parlait de ça. Il me semble que c'est peut-être sur le point d'être fait, mais c'est vrai que la semaine dernière, on en parlait, on se disait que le micro, par exemple, au rugby, était quelque chose d'essentiel parce qu'il permettait de comprendre l'arbitre. Et en fait, je me suis souvenu que même, par exemple, pendant l'arbitrage vidéo, donc l'équivalent de la VAR au foot, en fait, on entend l'échange entre l'arbitre et l'arbitre qui est chargé de l'arbitrage vidéo. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on comprend, il dit ah bah là par exemple, moi je trouve que c'est pas volontaire parce que le joueur il a pas le temps de baisser la tête au moment de plaquer le joueur. Bah voilà, si on avait la même chose au foot qui disait ah ben oui, mais moi j'interprète ça comme ça et qu'on le voyait en direct sur Prime ou Canal, peu importe, en fait ça permettrait déjà pendant le match de comprendre pourquoi l'arbitre sanctionne pas. Dans un temps peut-être un peu plus long, à plus long terme, ça permettrait aussi de désacraliser les arbitres et peut-être éviter on voit beaucoup de haine sur les réseaux sociaux à propos des arbitres, alors même si on n'est pas d'accord, je suis pas sûr que ça justifie tout ça. Et ouais, le micro, je pense que c'est une question avant tout de compréhension pour justement se mettre à la place de l'arbitre et voir comment il interprète les choses. Ouais, surtout qu'en plus le rugby c'est beaucoup plus compliqué, les règles sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Le foot finalement c'est assez bêta, quoi. Moi je crois qu'avec le recul je préfère encore les erreurs d'arbitrage manifestes qu'il y avait il y a quelques années. Tu avais le bénéfice du doute sur l'arbitre finalement, plutôt que cette nouvelle ère qui te refuse des hors-jeux pour un poil de cul, et pardon, excusez-moi l'expression, pour un doigt, ouais. Mais qui laisse passer des fois des fautes un peu grossières. Voilà, c'est mon avis. Ouais, on l'a vu hier soir. Ouais, on l'a vu hier soir. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Ce talk touche à sa fin. Merci Romain d'être venu discuter avec nous. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Pensez à liker la vidéo, à partager. Dites-nous en commentaire quel est votre pronostic pour ce match de dimanche contre Montpellier. On se retrouve très vite sur letsgomes.com et bien sûr pour un prochain numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut. Salut, c'était un plaisir.